Bien sûr, voici l'histoire originale réécrite en français, avec des noms de personnages adaptés et un style renouvelé, tout en conservant le déroulement et l'ambiance. Elle n'était qu'une serveuse, luttant pour boucler une autre longue nuit, quand la peur la poussa à murmurer à l'oreille d'un motard taciturne accoudé au comptoir. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il était un ancien soldat, de ceux qui ne laissent jamais personne derrière. Et la bande de motards qu'il allait appeler cette nuit-là, ils allaient devenir la famille dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. La pluie fouettait les vitres du café de la Lune Bleue, comme 1000 poings en furie. C'était le genre de soirée où les gens censés restaient chez eux. Mais Célia Dubois n'avait jamais eu ce privilège. Elle avait besoin de ce travail, de ses pourboires, besoin de survivre. L'horloge murale affichait 23h47, 13 minutes avant la fermeture. Célia essuya le comptoir pour la troisième fois, ses mains tremblant légèrement. Non pas du froid, ni de l'épuisement, mais de l'homme assis à la table 7. Il venait depuis 3 semaines maintenant, toujours seul, toujours coiffé de cette même casquette de routier délavé, tirée bas sur ses yeux. Il commandait toujours un café noir qu'il ne finissait jamais, et la regardait toujours, sans cesse. Ce soir, l'ambiance était différente, plus lourde. Son regard était plus pesant, plus intense. Quand elle avait laissé tomber une fourchette plus tôt, il avait souri. Un sourire mince et froid qui lui avait noué les tripes. Le seul autre client était un motard assis au comptoir. Il était arrivé 20 minutes auparavant sur une moto dont le moteur ronronnait comme un tonnerre lourd et détrempé par l'orage. Grand, aux larges épaules, peut-être la quarantaine passée. Sa veste en cuir était usée, mais impeccablement entretenue, et une bague argentée capta la lumière blafarde des néons lorsqu'il porta sa tasse à ses lèvres. Il n'avait pas dit grand-chose au-delà de sa commande café noir, burger, pas de frites, mais Célia avait remarqué un détail. Chaque fois que l'homme à la casquette de routier bougeait, le regard du motard glissait vers son reflet dans la vitre. Subtil, entraîné, comme s'il lisait la pièce sans jamais tourner la tête. Elle prit sa décision. Son patron, Antoine, était parti 1 heure plus tôt, lui faisant confiance pour fermer. Le cuisinier avait pointé à 23h20. Il n'y avait plus qu'elle, le motard et l'autre homme. Célia saisit la cafetière, ses mains tremblantes, et s'approcha du comptoir. Le motard Jacques indiquait l'étiquette cousue à l'intérieur de son col de veste. Elle l'avait remarqué rester parfaitement immobile, ses mains calleuses enserrer la tasse en céramique. Elle se pencha, feignant de resservir son café, bien qu'il fût encore à moitié plein. « Cet homme me harcèle », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, au-dessus du fracas de la pluie. 4 semaines, je ne sais plus quoi faire. Jacques ne bougea pas, ne la regarda pas, mais quelque chose changea dans sa posture. Un imperceptible redressement de sa colonne vertébrale, une légère tension de sa mâchoire. Ses yeux, qui un instant auparavant semblaient fatigués et lointains, s'aiguisèrent comme une lame que l'on tire de son fourreau. Il but une lente gorgée de café. « Depuis quand ?» Sa voix était grave, rocailleuse. 3 semaines, peut-être plus. Il apparaît partout où je vais. L'épicerie, la laverie, ici toujours à me regarder. Il t'a touché ? Non, mais hier... Sa voix se brisa. Hier, il était devant mon appartement quand je suis rentré, juste assis dans sa voiture. Quand je l'ai regardé, il a salué. Les jointures de Jacques blanchirent autour de la tasse. « Comment tu t'appelles, Célia ?»« Célia, je veux que tu retournes en cuisine. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise que c'est sûr. Ne sors pas, quoi que tu puisses entendre. Compris ?» Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Et Célia, il se tourna enfin vers elle. Ses yeux, toujours gris, étaient burinés par des années de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Tu as bien fait de me le dire ?» Elle se précipita derrière le comptoir, son pouls s'accélérant. À travers le passe-plat, elle observa. Jacques termina son café lentement, méthodiquement. Il sortit un portefeuille usé, laissa un billet de 20 $ sur le comptoir pour un repas de 12 $, puis se leva. Il remonta la fermeture éclair de sa veste en cuir avec un calme délibéré, comme un homme se préparant à l'inévitable. La clochette au-dessus de la porte tinta alors qu'il s'enfonçait dans la pluie. Les yeux de Célia s'écarquillèrent vers la table 7. Le harceleur était maintenant penché en avant, alerte. Il avait vu Jacques partir. Un instant, il parut hésitant. Puis il jeta un billet de 5 $ et se précipita vers la porte. À travers la vitre ruisselante de pluie, Célia vit la scène se dérouler comme un film muet. Jacques se tenait à côté de sa moto, le dos tourné à la porte. Le harceleur émergea, tirant sa capuche pour se protéger de la pluie, marchant rapidement vers un vieux pick-up noir garé à l'extrémité du parking.
Alors Jax se retourna. Ce ne fut pas dramatique. Il n'y eut pas de confrontation. Il s'avança simplement sur le chemin du harceleur et se tint là, inébranlable comme une montagne. La pluie ruisselait sur son visage. Il ne dit pas un mot. Le harceleur s'arrêta. Même de l'intérieur, Célia put voir son langage corporel changer, la peur remplaçant la confiance. Il tenta de contourner Jax. Le motard bougea avec lui, bloquant de nouveau son chemin. Des mots furent échangés. Célia ne pouvait pas les entendre, mais elle vit la bouche du harceleur bouger rapidement, gesticulant. Jax se tenait juste là, silencieux, les bras croisés. Le message était clair, « Je te vois. Je sais ce que tu es et je n'ai pas peur de toi. » Les épaules du harceleur s'affaissèrent. Il recula vers son pick-up, tâtonnant pour trouver ses clés. Jax le regarda tout du long, sans bouger d'un pouce, jusqu'à ce que les feux arrière du pick-up noir disparaissent dans l'obscurité gorgée de pluie. Puis Jax monta sur sa moto, le moteur rugit et il partit dans la même direction. Célia pressa sa main contre la vitre, son souffle embua le verre. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des semaines, une lueur d'espoir. Peut-être que c'était fini. Peut-être que le harceleur la laisserait enfin tranquille. Mais au plus profond de ses entrailles, une voix chuchotait la vérité qu'elle refusait d'affronter les hommes comme ça n'abandonne jamais. Elle verrouilla les portes du café à minuit, ses mains tremblant encore alors qu'elle manipulait les clés. Le parking était vide maintenant, juste sa vieille Toyota et des flaques reflétant l'enseigne néon du café de la Lune Bleue. Elle rentra chez elle en pilotage automatique, vérifiant son rétroviseur toutes les quelques secondes. Pas de pick-up noir, pas de phare la suivant, juste la pluie et l'obscurité. Son appartement se trouvait au bout de l'impasse des Chênes, un logement délabré au 2e étage avec une lumière de couloir clignotante dont elle comptait se plaindre. Elle se gara, attrapa son sac à main et courut sous la pluie jusqu'à sa porte. Alors qu'elle glissait la clé dans la serrure, quelque chose la poussa à se retourner. De l'autre côté de la rue, à peine visible dans l'ombre, entre 2 lampadaires, se tenait une moto. Son moteur était éteint. Le motard était juste assis là, une silhouette sombre sous la pluie, veillant, protégeant. La main de Célia porta à sa poitrine. Elle la leva légèrement. Un petit signe de gratitude. La silhouette hocha la tête une fois. Elle rentra, verrouilla chaque serrure, et pour la première fois depuis des semaines, elle dormit sans cauchemar. Elle ignorait qu'en face, Jax resta assis sur sa moto jusqu'au lever du soleil, ses yeux ne quittant jamais sa porte. Et elle ignorait qu'à 25 km de là, le harceleur était assis dans son pick-up, devant une grange délabrée, fixant un mur couvert de ses photographies. Ses mains se serraient en poing. Ce n'était pas fini, cela ne faisait que commencer. Le téléphone de Jax vibra à 6h47. Il était éveillé depuis des heures, garé à 3 pâtés de maison de l'appartement de Célia, sur le parking d'une station-service ouverte 24h24, sirotant sa 4e tasse de café. Son corps était habitué aux nuits blanches, des années dans l'armée lui avaient inculqué cela. Mais son esprit ne trouvait pas le repos, pas avant qu'il ne sache qu'elle était en sécurité. Le message venait d'un vieil ami. « Ça va, frangin ». Il l'ignora. Pour l'instant, rien d'autre n'avait d'importance. À 7h15, la Toyota de Célia sortit de l'impasse des Chênes. Jax attendit 30 secondes, puis la suivit à distance. Elle se rendit au café de la Lune Bleue pour le service du matin. Il la regarda entrer, vit les lumières s'allumer, la vit nouer son tablier à travers la vitre. Normal, en sécurité. Mais Jax savait qu'il valait mieux ne pas faire confiance à la normalité. Il avait vu le regard dans les yeux de ce harceleur la nuit dernière, le genre d'obsession qui ne se brise pas avec un simple avertissement. C'était le même regard qu'il avait vu chez des combattants ennemis qui préféraient mourir plutôt que de se rendre. Dangereux, dérangé, Jax devait le trouver. Il passa la matinée à poser des questions au relais routier où il avait coincé le harceleur. Le commis se souvenait du pick-up noir. Il venait tous les 2 ou 3 jours, payait toujours en espèces, ne parlait jamais beaucoup, pas de nom, pas de traces de carte de crédit. Mais les gens commettent des erreurs quand ils sont obsédés. Ils deviennent négligents. À 14h30, Jax repéra le pick-up garé derrière une laverie à 6 pâtés de maison du café. Vide, il attendit. Le moteur tournait au ralenti. La pluie tombait toujours en bruine des nuages gris qui n'avaient pas bougé depuis la nuit dernière. 20 minutes plus tard, le harceleur émergea portant un sac poubelle noir. Mais ce que Jax vit à travers la vitre de la laverie lui glaça le sang. À l'intérieur du sac, il n'y avait pas de vêtements. Il y avait des photographies. Des dizaines d'entre elles, flottant au gré des pas du harceleur.
des photographies de Célia, la mâchoire de Jax se serra. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Il suivit le pick-up hors de la ville, maintenant une distance de 3 voitures sur l'autoroute. Le harceleur conduisait comme quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Exactement la limite de vitesse, clignotant bien utilisé, changement de voie prudent, mais sa tête ne cessait de se secouer vers son rétroviseur. Paranoïaque, bien, la peur était utile. Ils roulèrent pendant 40 minutes dans la campagne, où les maisons se firent rares et les routes devinrent des chemins de gravier. Finalement, le pick-up tourna dans une longue allée, à peine visible à travers les arbres envahis. Une vieille grange se tenait au bout, la peinture écaillée, les portes de travers. Jax gara sa moto à 400 mètres en arrière et s'approcha à pied à travers les bois. La pluie avait cessé, mais le sol était boueux et couvert de feuilles humides. Il se déplaça en silence. Une autre compétence que l'armée lui avait inculquée. À travers une fenêtre sale, il vit le harceleur à l'intérieur. L'homme avait mis des vêtements secs et cloué quelque chose à un mur. L'estomac de Jax se noua. C'était un sanctuaire. Des photographies de Célia couvraient un mur entier, marchant vers sa voiture, servant du café, assise sur les marches de son appartement. Certaines avaient été prises il y a des semaines, d'autres semblaient récentes. Il y avait des cartes avec ses trajets marqués au stylo rouge, son emploi du temps de travail écrit sur un tableau noir, un calendrier avec des dates entourées et dans un coin un sac de sport ouvert. À l'intérieur de la corde du ruban adhésif, un couteau. Les mains de Jax se serrèrent en poing. Ce n'était pas seulement du harcèlement, c'était de la planification. L'homme préparait quelque chose de terrible. Il en avait assez vu. Jax défonça la porte. Elle éclata de ses gonds, s'écrasant à l'intérieur. Le harceleur se retourna, les yeux écarquillés de choc et de terreur. « Qu'est-ce que... Qui diable êtes-vous » Jax ne répondit pas. Il traversa la pièce en 3 enjambées et projeta le harceleur contre le mur, son avant-bras pressé contre la gorge de l'homme. Des photos flottèrent au sol autour d'eux. « Je t'ai prévenu » dit Jax doucement. « Je t'ai dit de rester loin d'elle. » Le visage du harceleur devint rouge, puis violet. Ses mains griffèrent le bras de Jax inutilement. « Elle est à moi. Je l'aime. » « Ce n'est pas de l'amour. » La voix de Jax était glaciale. « C'est de la maladie. » Il relâcha juste assez la pression pour que l'homme puisse halter. « Voici ce qui va se passer. Tu vas faire tes affaires, bigasser Sakar et quitter la ville ce soir, et tu ne reviendras jamais. » Les yeux du harceleur papillonnèrent trop de rage, sous la peur. « Tu ne peux pas me dire ?» Jax le tira vers lui et le repoussa contre le mur plus violemment encore. Une photo encadrée tomba et se brisa. « Je viens de le faire. Et si je te vois près d'elle à nouveau, si j'entends seulement que tu es à moins de 80 km de cette ville, ce que je te ferai te fera regretter d'avoir préféré que j'appelle les flics. » Il le lâcha. Le harceleur s'effondra sur les genoux, toussant. Jax marcha vers le mur et commença à arracher les photographies, les froissant dans ses mains. « Tu as 12 heures. » Il sortit, laissant la porte pendre à ses gonds. Alors que Jax retournait vers la ville à moto, son téléphone vibra de nouveau. Le même ami Jax. « Quoi que tu fasses, ne le fais pas seul, on est là. » Jax fixa le message. Il avait essayé de gérer ça discrètement, de ne pas impliquer sa bande. Ils avaient tous avancé, construit des vies. Il ne voulait pas les entraîner de nouveau dans l'obscurité. Mais en regardant ces photographies, ce sac de sport, ce plan, il réalisa quelque chose. C'était plus qu'un avertissement. Plus que d'effrayer un sale type. Cela exigeait le genre de justice que la loi ne pouvait pas fournir assez vite. Il répondit « J'ai besoin de vous, de tous. J'expliquerai quand vous serez là. » La réponse vint en quelques secondes, en route, frangin. Jax s'arrêta sur le côté de l'autoroute et regarda en arrière vers la grange, disparaissant au loin. 12 heures. Il avait donné au harceleur 12 heures pour partir. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Les hommes comme ça ne fuient pas. Ils escaladent. Les faucheurs d'acier entrèrent en ville à l'aube comme un front de tempête inattendu. 5 motos, 5 hommes, chacun portant des décennies de poussière de route, de mauvaises décisions rachetées et une loyauté forgée dans le feu que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Ils s'arrêtèrent sur le parking de gravier du garage de Michel en bordure de ville. Un garage appartenant au plus vieil ami de Jax, un homme qui ne posait pas de questions et gardait sa bouche fermée. Le genre d'endroit où l'on pouvait travailler sur des motos, boire du café dans des gobelets en polystyrène et où personne ne vous dérangerait. Jax était déjà là, appuyé contre sa moto, les bras croisés. Il semblait fatigué mais alerte. Quand il les vit arriver, quelque chose dans ses épaules se relâcha légèrement.
La moto de tête s'arrêta dans un grondement. Un homme massif avec une barbe grise qui lui tombait sur la poitrine enjamba sa monture. Faucon, 65 ans, un corps de 130 kilos, où le muscle s'était un peu relâché par endroits, mais toujours capable de briser un homme en deux. Il avait été avec Jax à Kandahar. Ils avaient saigné ensemble. « Tu as une sale gueule, Jax », dit Faucon, le serrant dans une étreinte écrasante. « Je me sens pire. » Les autres descendirent de leur moto, Bison, chauve, tatoué, bâti comme son nom l'indiquait, étincelle, maigre, nerveux, capable de réparer n'importe quelle machine jamais fabriquée d'Oc, aux cheveux argentés et silencieux, qui avait gagné son surnom parce qu'il écoutait plus qu'il ne parlait, et Corbeau, le plus jeune à 42 ans, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Ils se rassemblèrent en cercle, la vapeur montant de leur tasse de casa de café dans la fraîcheur matinale. Alors, Faucon dit « Tu vas nous dire pourquoi on a tout laissé tomber et roulé 12 heures ?» Jax leur raconta tout. Le murmure de Célia au café, l'obsession du harceleur, le sanctuaire dans la grange, le sac de sport avec la corde, le ruban adhésif et le couteau qui racontait une histoire que personne ne voulait entendre. « Je lui ai donné 12 heures pour quitter la ville. » Jax termina. « C'était il y a 18 heures. » Et demanda Corbeau. Son pick-up est toujours garé derrière l'ancien cinéma. Il est toujours là. Le cercle devint silencieux. Pas le genre de silence gênant, mais le genre dangereux. Bison fit craquer ses jointures. « Alors, on va avoir une conversation avec ce type. »« Plus qu'une conversation, dit Jax. Je dois savoir qu'elle est en sécurité, vraiment en sécurité. Les flics ne feront rien tant qu'il n'aura pas réellement fait quelque chose. Et d'ici là, il sera trop tard. » Doc termina doucement. « Nous avons tous vu comment cette histoire se termine. » Faucon étudia le visage de Jax. Ils se connaissaient depuis 23 ans, avaient traversé 2 guerres, 3 divorces à eux tous, et plus de mauvaises nuits qu'aucun d'eux ne pouvait compter. Ils savaient quand Jax cachait quelque chose. « Cette fille, dit Faucon lentement, elle est spéciale pour toi. » Jax rencontra son regard. « Elle a demandé de l'aide, c'est suffisant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Un silence. « Je ne la connais pas. Je l'ai rencontrée une fois, mais quand elle m'a regardé... » Jax secoua la tête. Elle se noyait, Faucon. Et personne d'autre ne lui lançait une corde. Faucon hocha lentement la tête. C'était ça, Jax. Il avait toujours été celui qui ne pouvait pas passer son chemin devant quelqu'un en difficulté. Cela lui avait valu des médailles au service, et failli le tuer plus d'une fois. « D'accord, dit Faucon. De quoi as-tu besoin, protection, surveillance? J'ai besoin d'avoir des yeux sur elle en permanence jusqu'à ce que nous comprenions le prochain mouvement de ce type. Et quand il le fera, parce qu'il le fera, j'ai besoin que nous soyons prêts. » « Prêts pour quoi ? » Exactement, demanda Étincelle, bien que son ton indiquât qu'il savait déjà. Pour en finir définitivement. Pas le tuer, ajouta Jax rapidement, voyant l'expression de Bison, mais s'assurer qu'il ne revienne jamais. S'assurer qu'il comprenne que la toucher signifie passer par nous tous. Corbeau sortit un carnet. Il avait toujours été le planificateur. Où travaille-t-elle, où vit-elle, quel est son emploi du temps? Jax détailla tout. Café de la Lune Bleue, service du matin et du soir. L'appartement sur l'impasse des Chênes, ses courses le mardi après-midi. Sa routine était simple, prévisible, exactement le genre de schéma qu'un prédateur pouvait exploiter. « Nous allons faire des rotations, décida Faucon, 2 hommes sur elle en permanence. Se fondre dans la clientèle du café, garder la distance mais rester suffisamment proche. « Jax, tu es trop voyant, il t'a vu, tu coordonnes d'ici. »« Non, dit Jax sèchement. Je ne vais pas rester en retrait, tu es le seul qu'il connaît. S'il te revoit, il paniquera, pourrait faire quelque chose de stupide et de précipité. Nous avons besoin qu'il reste calme et qu'il pense qu'il a toujours le contrôle jusqu'à ce que nous soyons prêts à agir. » Jax voulut argumenter. Chaque instinct lui criait d'être là, de veiller sur Célia lui-même. Mais Faucon avait raison. La stratégie avant l'émotion, c'est ce qui maintenait les soldats en vie. « D'accord, dit-il. Mais à la seconde où quelque chose tourne mal, tu seras le premier que j'appelle. » Faucon lui tapota l'épaule. « On protège les nôtres, frangin, et tu viens de faire de cette fille l'une des nôtres. » Doc parla pour la première fois. Sa voix douce, mais certaine. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, Jax. Les hommes comme ce harceleur, ils ne fonctionnent pas sur la logique. Ils fonctionnent sur le fantasme. Et quand ce fantasme est menacé, ils deviennent violents. » Corbeau termina. « Alors, nous ne menaçons pas le fantasme. » Faucon dit... Nous le brisons complètement. Faisons-lui comprendre qu'elle n'a jamais été à lui, pour commencer. » Bison sourit, et ce n'était pas une expression agréable. « Je suis doué pour briser les choses.
Ils passèrent l'heure suivante à planifier les rotations de service, les protocoles de communication, les signaux. Si quelque chose tournait mal, ils avaient mené des opérations dans des conditions pires, en territoire hostile, avec de véritables balles qui volaient. Cela, ce n'était que protéger une fille défrayée d'un homme malade. Ils avaient affronté des situations bien plus périlleuses. Tandis que le soleil montait, les faucheurs d'acier montèrent sur leurs motos, un par un, et se dispersèrent dans la ville comme des graines au vent, invisibles, vigilants, en attente. Jax resta seul dans le garage, fixant son téléphone. Il voulait appeler Célia, la prévenir, mais que dirait-il? Salut, j'ai une bande de motards qui veillent sur toi maintenant. Au lieu de cela, il envoya un simple message à Faucon Garde-là en sécurité. La réponse vint immédiatement: sur notre vie, frangin. Célia les remarqua lors de son deuxième service. Deux hommes qu'elle n'avait jamais vus auparavant, assis dans des cabines séparées. L'un était massif avec une barbe grise, commandant des crêpes et du café toutes les heures. L'autre était chauve et couvert de tatouages, feignant de lire un journal vieux de 3 jours. Il n'était pas subtil, mais pas menaçant non plus, juste présent. Quand elle apporta au barbu sa 4e recharge de café, il leva les yeux et sourit. « Vous faites un bon café, mademoiselle. »« Merci, » dit-elle prudemment. « Vous êtes l'arrêt de passage ou quelque chose comme ça, Joliville. » Tranquille, il y avait quelque chose dans ses yeux, un regard entendu qui lui fit penser à Jax. La même vigilance attentive, le même sentiment de violence à peine contenu, maîtrisé par choix et non par impuissance. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait plus en sécurité avec eux. Vers 14 ans, elle s'était presque convaincue que Jax avait peut-être fait fuir le harceleur pour de bon. 3 jours sans voir ce pick-up noir. 3 jours sans sentir des yeux ramper sur sa peau. Peut-être que c'était enfin fini. Elle sortait les poubelles quand elle comprit à quel point elle s'était trompée. La benne à ordures se trouvait derrière le café, dans une ruelle étroite, qui sentait la graisse et le marc de café. Célia cala la porte arrière avec une brique, contre le règlement anti-incendie, mais elle détestait être enfermée dehors et tira le lourd sac vers la poubelle. Elle entendit des pas derrière elle trop tard. Célia. Son sang se glaça. Cette voix maintenant familière, vénéneuse, elle se retourna. Le harceleur se tenait à 1,50 m d'elle, bloquant son chemin vers la porte. Il avait maigri. Ses yeux étaient injectés de sang et sauvages, cernés de poches sombres. Sa casquette de routier avait disparu, révélant des cheveux gras collés à son crâne. « Tu as parlé de moi à quelqu'un ?» dit-il. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une rage à peine contenue. « Tu as amené ces hommes à ma grange, ils ont cassé ma porte, ils ont détruit mes affaires. Je ne sais pas ce que ton... » « Ne me mens pas !» Son cri résonna contre les murs de briques. Il fit un pas de plus. C'était en spécial. Ces photos, il m'a fallu des mois pour les collectionner. Toi et ce motard, vous avez tout gâché. La main de Célia se serra sur le sac poubelle, cherchant n'importe quoi qui pourrait servir d'arme. « Loin de moi, je t'aimais, continua-t-il comme si elle n'avait pas parlé. Je veillais sur toi. Je te gardais en sécurité. J'étais patient, si patient. Et c'est comme ça que tu me rembourses. » Il se jeta en avant et attrapa son bras. Ses doigts s'enfoncèrent comme des griffes, l'attirant vers lui. Célia hurla et balança le sac poubelle, mais il était trop léger, inefficace. « Tu viens avec moi ?» siffla-t-il. « Tout de suite, nous quittons cette ville. Et tu vas... » Il ne termina jamais sa phrase. Une ombre bougea derrière la benne à ordures, rapide, déterminée. Bison émergea comme un train de marchandises, attrapa le harceleur par le col et le plaqua face contre le mur de briques avec un bruit qui fit tressaillir Célia. Le harceleur s'écroula, hébété. Du sang coula de son nez. Bison ne lâcha pas. Il releva l'homme et le plaqua contre le mur avec un avant-bras massif sur sa gorge. Mauvaise idée, l'ami. Très mauvaise idée. Les yeux du harceleur exorbitèrent. Il griffa le bras de Bison inutilement. Célia trébucha en arrière, tout son corps tremblant. La porte arrière s'ouvrit en grand. Faucon se précipita, suivi par son manager, Antoine, qui avait entendu le cri de l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ici ?» cria Antoine. « Ce type vient d'agresser votre serveuse, » dit Faucon calmement, sortant son téléphone. « Vous devriez peut-être appeler les flics. » Mais le harceleur n'avait pas fini. Même plaqué contre le mur, même en sang, ses yeux trouvèrent Célia. « Ce n'est pas fini, » siffla-t-il. « Tu ne peux pas te cacher de moi. Tu m'appartiens ?» Bison augmenta la pression. « Tais-toi !» En moins de 10 minutes, 2 voitures de police arrivèrent. Les agents prirent les dépositions, photographièrent sur le bras contusionné de Célia et arrêtèrent le harceleur pour agression.
Célia leur raconta tout, les semaines de harcèlement, la sensation d'être observée, l'attaque de ce soir. Une agente, une femme à l'air fatiguée nommée inspectrice Moreau, secoua la tête. « Nous le retiendrons pour la nuit, mais à moins que vous n'obteniez une ordonnance restrictive, il sera libéré demain après-midi. » Demain, la voix de Célia se brisa. « Il m'a agressé, première infraction, pas d'arme, pas de blessure grave. Le juge lui donnera probablement une mise à l'épreuve et lui ordonnera de rester loin de vous. » L'inspectrice Moreau semblait sincèrement désolée. « C'est le système, ma chérie. Je n'aime pas ça non plus. » Après leur départ, Faucon et Bisson raccompagnèrent d'Océlia à l'intérieur. Elle tremblait toujours, l'adrénaline faisant frissonner ses mains alors qu'elle essayait de verser du café. « Tu devrais rentrer chez toi ?» dit Antoine, inhabituellement doux. « Prends le reste de la journée. Je ne peux pas me permettre d'être payé. Prends le payé. » Il lui serra maladroitement l'épaule et se retira dans son bureau. Faucon s'assit au comptoir. « Tu as un endroit sûr où rester ce soir. Juste mon appartement. » « Ce n'est pas sûr. » Il sortit son téléphone et tapa quelque chose. « Jax va vouloir savoir ça. Qui êtes-vous » demanda Célia doucement. « Des amis d'un ami » dit Faucon. « Et en ce moment, nous sommes aussi tes amis. » 10 minutes plus tard, la moto de Jax rugit dans le parking. Il franchit la porte du café comme un ouragan, son visage figé dans une expression qui fit reculer même Antoine. Ses yeux trouvèrent Célia immédiatement. « Tu es blessé ?» Elle lui montra les contusions sur son bras. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle entendit ses dents grincer. « Où est-il ?»« À la prison du comté, » dit Bison. « Mais il sera dehors demain. » Jax se tourna vers Faucon. « Lagrange, tu l'as vérifié ? J'ai envoyé Corbeau et Doc il y a 1 heure. Ils rappelleront bientôt. » Le téléphone de Jax vibra. Il répondit, écouta et son expression s'assombrit. « Répète ça, tout. Mon Dieu. D'accord, reste là-bas. Ne touche à rien d'autre. » Il raccrocha et regarda Célia. Quand il parla, sa voix était prudente, contrôlée. « Depuis combien de temps vis-tu dans cet appartement 2 ans ? Pourquoi ils t'observaient depuis plus de 3 semaines ? Ils ont trouvé une unité de stockage louée sous un faux nom. 6 mois de photos de surveillance, des cartes de ton ancien logement avant que tu ne déménages. Ils te traquent depuis au moins 1 an. » La pièce tourna. Célia agrippa le comptoir pour se stabiliser. 1 an. Une année entière de sa vie. Et elle avait été une proie tout ce temps sans le savoir. Il avait autre chose, poursuivit Jax, sa voix douce malgré la rage brûlant dans ses yeux. Un billet d'avion aller simple daté pour demain soir. 2 places. L'implication plana dans l'air comme un poison. Il avait prévu de l'emmener bientôt, peut-être même ce soir si Bisson n'avait pas été là. Nous devons agir. Faucon dit, il va être libéré sous caution demain. Et quand il le sera, Jax termina, il paniquera. Les animaux acculés sont les plus dangereux. Il regarda Célia. « Tu ne restes pas seule ce soir, ni aucune nuit, tant que ce ne sera pas fini. » Compris. Elle hocha la tête, trop ébranlée pour discuter. Dehors, le tonnerre gronda. Une autre tempête s'annonçait. Et quelque part, dans une cellule de prison, en centre-ville, un homme complotait son prochain coup. Son obsession, maintenant tordue en quelque chose de bien plus dangereux, la rage. Jax se tenait dans l'unité de stockage à 3 heures du matin. Chaque cellule de son corps criait vengeance. L'espace de 10 mètres carrés était un monument à la folie. Chaque mur était couvert du sol au plafond de photographies, de coupures de journaux, de reçus, de cartes, une chronologie de la vie de Célia, assemblée par quelqu'un qui en avait fait son monde entier. Corbeau se tenait à côté de lui, lampe de poche à la main, l'expression sombre. Il a commencé à la suivre à Riverton. C'est 2 villes plus loin. L'a suivie ici quand elle a déménagé. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» demanda Jax. Doc a creusé un peu, a trouvé une boîte postale enregistrée au nom de Paul Mercier, un faux nom, mais la signature du harceleur sur le contrat de location. Nous a menés ici. Corbeau montra une section du mur. C'est ce que tu dois voir. L'estomac de Jax se tordit. Ce n'était pas seulement Célia, il y avait 3 autres femmes documentées sur le mur de gauche. Différents noms défilaient, sous leurs photos Maria Sanchez, Sophie Girard, Léa Martin. Chaque section se terminait par une coupure de journal « Femme locale abandonne les charges, quitte la ville ». Femme signale du harcèlement, se rétracte plus tard. Affaire de personnes disparues classées. Départ volontaire. Il a déjà fait ça, dit Corbeau doucement. Au moins 3 fois que nous pouvons confirmer, probablement plus. Il choisit des femmes seules, vulnérables serveuses, vendeuses, des femmes qui ne manqueront pas immédiatement. Les mains de Jax se crispèrent. La police est au courant de ça. Nous les avons appelés anonymement il y a 1 heure. L'inspecteur Leclerc est supposément en route. Corbeau vérifia sa montre.
Mais voici le problème. La majeure partie de cela est circonstancielle. Les photos ne sont pas illégales. Suivre quelqu'un dans des lieux publics n'est pas illégal tant qu'il n'y a pas d'ordonnance restrictive. L'accusation d'agression d'aujourd'hui pourrait tenir. Mais il sera dehors avant midi. Le système est brisé, Jax termina amèrement. Le système est lent, corrigea Corbeau. Il y a une différence. Ça le rattrapera, éventuellement. La question est de savoir si nous avons ce genre de temps. Ils passèrent une heure de plus à tout documenter avec leur téléphone avant l'arrivée de la police. L'inspecteur Leclerc était un homme buriné d'une 50aine d'années qui avait l'air d'avoir trop vu et pas assez dormi. Il traversa l'unité de stockage, son expression s'assombrissant à chaque pas. « Jésus-Christ » marmonna Théil. « Depuis combien de temps ça dure ? Au moins 1 an avec la victime actuelle, dit Jax. Plus longtemps avec les autres. » Leclerc montra les coupures de journaux. « Je me souviens de celle-ci, Léa Martin, il y a 5 ans. Elle était terrifiée. A déposé 3 rapports de police, puis a soudainement fait ses valises et quitté la ville du jour au lendemain. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Pensez-vous qu'il l'a effrayée ou pire ? Demanda Corbeau. Je ne sais pas, mais je vais sacrément le découvrir maintenant. Leclerc sortit sa radio. J'appelle la police d'État. C'est au-delà de notre juridiction. Nous pourrions avoir affaire à un harceleur en série, peut-être pire. Est-ce que ce sera suffisant pour le garder enfermé ? Pressa Jax. Leclerc hésita. Honnêtement, peut-être. Si le juge voit cela, le considère comme un risque de fuite et un danger pour la communauté. Mais je ne peux rien promettre. L'agression n'est qu'un délit. Il n'a pas d'antécédents que nous puissions trouver, probablement parce qu'il utilise des noms différents. Son audience de caution est à 10 heures. Jax vérifia son téléphone. 7 heures. Je dois passer quelques appels. De retour au garage de Michel, les faucheurs d'acier se rassemblèrent pour un conseil de guerre. Bison arpentait la pièce comme un animal en cage. Alors, on attend juste. On espère qu'un juge fera ce qu'il faut. On n'espère pas, dit Faucon. On se prépare au pire. Doc avait été silencieux, étudiant une carte de la ville. Maintenant, il parla. S'il est libéré sous caution, il a 2 options. Fuir ou finir ce qu'il a commencé. Il ne fuira pas, dit Jax avec certitude. J'ai vu ses yeux hier, il ne s'agit plus d'amour. Si jamais ça l'a été, il s'agit de contrôle. Nous le lui avons pris. Il le voudra en retour. Alors il viendra pour Célia, conclut Étincelle. Ce soir, Jax acquiesça, après la tombée de la nuit, quand il pensera que nous ne nous y attendons pas. Faucon se pencha en arrière sur sa chaise. Alors nous le laissons venir. La pièce devint silencieuse. Tout le monde comprit ce qu'il suggérait. Un piège, dit Bison lentement. L'utiliser comme appât. Non. La voix de Jax était nette. Nous ne la risquons pas, mais nous lui faisons croire qu'elle est si vulnérable. Le faire sortir là où nous contrôlons la situation. Corbeau dessinait déjà sur un bloc-notes. Le café de la Lune Bleue. Il connaît l'agencement. Zone de confort pour lui. Nous dirons à tout le monde que Célia travaille le soir. Juste elle, seule, comme avant. La nouvelle se répandra. Elle lui parviendra, il passera par l'arrière, dit Doc. Comme avant, c'est son schéma. Alors on l'attend, dit Bison, faisant craquer ses jointures. Nous tous, pas tous, corrigea Jax. Célia doit être en sécurité quelque part où il ne pourra pas la trouver, même si ça tourne mal. Faucon sortit son téléphone. Ma cousine a une maison au bord du lac, 3 heures au nord, pas de service cellulaire, isolé. Je vais lui faire prendre Célia cet après-midi. Irritée, elle demanda Étincelle. Elle a l'air du genre têtu. Jax se rappela la peur dans ses yeux quand elle lui avait montré ses contusions. Elle ira. Elle a peur et elle est assez intelligente pour savoir que ce n'est pas fini. Et la police demanda Doc. Leclerc semblait fiable. Nous le tenons au courant, dit Jax. Mais nous gérons ça à notre manière. Quand ce sera fait, nous le remettrons à Leclerc. Emballé, propre, légal, à peine. Faucon se leva et les autres le suivirent. D'accord, Corbeau, tu t'occupes de la logistique, caméra de sécurité, ligne de vue, itinéraire de fuite. Bison et Étincelle, vous êtes sur l'équipement. Doc, tu coordonnes avec Leclerc officieusement, mais garde-le prêt. Jax, tu parles à Célia, et toi demanda Jax. Faucon sourit. Et c'était le sourire d'un homme qui avait passé 20 ans à apprendre à blesser les gens efficacement. Je vais à cette audience de caution. Je veux voir le visage de l'homme que nous sommes sur le point de briser. À 9h30, Jax trouva Célia dans son appartement, fourrant des vêtements dans un sac de sport, les mains tremblantes. Elle semblait ne pas avoir dormi. « Faucon te l'a dit » demanda-t-il, il depuis l'embrasure de la porte. Elle hocha la tête. Sa cousine me conduit à une maison au bord du lac. Elle dit que j'y serai en sécurité. Tu le seras. Et toi, ses yeux rencontrèrent les siens. Qu'est-ce que tu vas faire, Jax ? Choisis ces mots avec soin. Nous allons nous assurer qu'il ne te dérange plus jamais. Comment ? Mieux vaut
que tu ne connaisses pas les détails. Elle ferma son sac et se tourna complètement vers lui. C'est ce que tu fais? Tu roules pour sauver des gens? Non, admit-il. La plupart du temps, je me contente de rouler, d'essayer de fuir les fantômes du passé. Mais toi, il s'interrompit. Moi, quoi? Tu m'as rappelé que certaines choses valent la peine de s'arrêter. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Message de Faucon, il a été libéré sous caution. Le juge a fixé la caution à 5 000 $. Il est dehors. L'expression de Jacques se durcit. Il est temps de partir maintenant. Alors qu'il marchait vers sa moto, Célia lui attrapa le bras. Jacques, merci pour tout. Il rencontra ses yeux. Remercie-moi quand ce sera fini. Il la regarda partir avec la cousine de Faucon, puis se tourna vers son équipe réunie sur le parking. Il est libre, annonça Jacques. Nous agissons ce soir. Les faucheurs d'acier hochèrent la tête à l'unisson. Le piège était tendu. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre que le prédateur y entre. L'enseigne du café de la Lune Bleue clignotait dans l'obscurité comme un battement de cœur mourant. 21h47. 13 minutes avant la fermeture, tout comme cette première nuit. À l'intérieur, une silhouette unique s'agitait derrière le comptoir. Une femme en uniforme de serveuse, les cheveux sombres attachés en queue de cheval, essuyant les tables. De loin, à travers les vitres ruisselantes, elle ressemblait exactement à Célia. Mais ce n'était pas Célia, c'était Doc, portant une perruque et l'un des uniformes de rechange de Célia. À 1,80 m, il était trop grand, mais dans la pénombre et de l'extérieur, la silhouette était suffisamment crédible. L'appât n'avait pas besoin d'être parfait. Il fallait juste qu'il soit plausible. Bison était accroupi derrière la benne à ordures dans la ruelle, sa respiration contrôlée et silencieuse. Corbeau était sur le toit du café, couché à plat, observant le parking à travers des jumelles. Étincelle était assis dans une camionnette de l'autre côté de la rue, surveillant 3 caméras qu'ils avaient installées cet après-midi. Faucon était à l'intérieur de la cuisine du café, caché derrière le congélateur chambre froide, et Jacques attendait près de la porte arrière, pressé contre le mur dans des ombres si profondes qu'il aurait pu être invisible. Ils étaient en position depuis 2 heures, attendant, observant. Le genre de patience qui venait de l'entraînement militaire et de la connaissance que les erreurs précipitées tuaient les gens. L'oreillette de Jacques grésilla. La voix de Corbeau, à peine un murmure. Le pick-up noir vient de tourner sur la rue principale. Roule lentement, phares éteints. Visuel confirmé, ajouta Étincelle. Il se gare 3 pâtés de maison à l'est. Le pouls de Jacques ne s'accéléra pas. Il ralentit. Calme de combat, tout se réduisit à ce moment, à cette mission. Tout le monde tient sa position. Laissons-le venir à nous. À travers l'oreillette, il entendait le commentaire calme de Corbeau. Il est sorti du véhicule, vérifie les alentours, marche dans cette direction, porte des vêtements sombres, capuche relevée, mains dans les poches, arme, la voix de Faucon. Impossible de dire pour l'instant. Présumez que oui. 5 minutes passèrent, puis 10. Le harceleur était prudent, faisant le tour du pâté de maison, observant le café sous différents angles. Intelligent, paranoïaque, dangereux. Il se dirige vers la ruelle, murmura Bison. Gelé à l'œil, Jacques se tendit. C'était ça. À travers l'étroite fente de la porte arrière, il pouvait voir dans la ruelle. Le harceleur s'approcha lentement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule à chaque pas. Sa main droite était enfouie dans la poche de sa veste, agrippant quelque chose. Il atteignit la porte arrière, essaya la poignée. Elle s'ouvrit. Il l'avait laissée déverrouiller exprès. Le harceleur se glissa à l'intérieur. Jacques compta jusqu'à 5, puis le suivit, silencieux comme la fumée. À l'intérieur, le harceleur se faufila dans le couloir sombre menant de l'entrée arrière à la salle à manger principale. Les lumières fluorescentes étaient éteintes, mais la lumière de la cuisine diffusait juste assez d'illumination pour voir. Célia appela doucement le harceleur. « Je sais que tu es là, je t'ai vu à travers la vitre. » Doc, jouant toujours son rôle, apparut derrière le comptoir. Il avait le dos tourné, les épaules courbées pour paraître plus petit. La voix du harceleur devint plus dure. « Il faut qu'on parle de ce que tu as fait, de ce qui va se passer ensuite. » Il sortit sa main de sa poche. Les yeux de Jacques attrapèrent l'éclat du métal. Un couteau, lame de 15 cm, tenu bas et prêt. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » continua le harceleur s'approchant. « Mais tu m'as forcé la main. Toi et ce motard. Vous avez tout gâché. Alors maintenant ?» Doc se retourna. Le harceleur se figea, ses yeux s'écarquillant de confusion puis d'horreur alors qu'il réalisait qu'il avait regardé un homme en perruque, pas Célia. « Mauvaise fille », dit Doc calmement.
Les lumières s'allumèrent. Faucon sortit de la cuisine. Bison bloqua la porte arrière. Corbeau descendit du panneau de plafond derrière lequel il s'était caché. Étincelle entra par l'avant et Jax s'avança au centre. Tous directement entre le harceleur et toute issue possible. Ils formèrent un cercle autour de lui. 6 hommes entraînés, pas d'armes. Ils n'en avaient pas besoin, juste leur présence, juste la promesse de ce qui arriverait s'ils faisaient le mauvais mouvement. Le harceleur tourna en cercle paniqué, le couteau tremblant dans sa main. « Reculez, je vais vous couper, je vais... » « Tu ne feras rien, dit Jax, doucement. Le calme dans sa voix était plus terrifiant que n'importe quel cri. « Lâche le couteau, non, non, ce n'est pas... »« Où est-elle ? Où est-elle ? En sécurité, dit Jax. Quelque part où tu ne la trouveras jamais. Quelque part où tu ne la toucheras jamais. » Le visage du harceleur se tordit de rage. « Elle est à moi. J'ai passé 1 an à la surveiller, à la protéger, à l'aimer. Tu ne peux pas juste... » « Ce n'était pas de l'amour, interrompit Faucon. C'était de l'obsession, de la maladie. Vous ne comprenez pas ? La voix du harceleur se brisa. « J'étais patient, j'ai attendu, j'ai tout fait correctement. Tu as tout fait de travers ?» dit Jax. Dès le début, le harceleur se jeta, non pas sur Jax, mais vers la porte d'entrée. Une tentative désespérée de s'échapper. Bison l'attrapa par le col et le tira en arrière. Le couteau claqua sur le sol. Étincelle le repoussa du pied. Ils le forcèrent à s'asseoir sur une chaise. Il se battit comme un animal sauvage, criant des obscénités et le nom de Célia encore et encore, jusqu'à ce que Doc lui serre la main sur la bouche. « Assez » dit Jax, et quelque chose dans sa voix traversa le chaos. Le harceleur se figea, les yeux écarquillés et furtifs. Jax s'accroupit à hauteur de ses yeux. « Voici ce qui va se passer. Nous allons avoir une conversation, une vraie, et tu vas écouter parce que ta vie, ce qu'il en reste, dépend de ce que tu décideras dans les 5 prochaines minutes. » Il fit un signe à Doc qui retira sa main. Le harceleur respirait fort, la sueur coulant sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça, c'est un enlèvement, une agression. J'appellerai les flics. Va ici... » Jax désigna le téléphone sur le mur. « Appelle-les. Dis-leur que tu as cambriolé un café fermé avec un couteau pour attaquer une femme que tu harcèles depuis 1 an. Vois comment ça se passe. » La bouche du harceleur s'ouvrit et se referma sans un son. « Ou, Jax continua, tu écoutes notre offre. » « Quelle offre ?» Les mots sortirent comme un gémissement. Faucon sortit un téléphone et lança une vidéo. L'unité de stockage, chaque mur, chaque photographie, chaque détail malade de l'obsession du harceleur enregistré en haute définition. « Nous avons donné tout cela à la police, dit Faucon. Ainsi que des informations sur tes autres victimes, Maria Sanchez, Sophie Girard, Léa Martin. La police d'État monte un dossier en ce moment même. » Le visage du harceleur devint blanc. « Mais voici le problème, dit Jax. Ça prend du temps, des enquêtes, des procès, des avocats, et pendant ce temps, tu es en liberté sous caution. Et Célia vivra le reste de sa vie en regardant par-dessus son épaule. Alors, nous t'offrons un choix, ajouta Bison, sa voix rocailleuse. La manière facile ou la manière difficile. » Étincelle s'avança avec un sac à dos. Il l'ouvrit, révélant un billet de bus, 500 $ en espèces, et une note. « La manière facile, expliqua Jax. Tu prends ce billet, il part dans 2 heures pour Portland. Tu montes dans ce bus. Tu ne reviens plus jamais dans cet état. Tu ne contactes plus jamais Célia. Tu ne harcèles plus jamais une autre femme. Tu disparais et tu suis une thérapie. Et tu répares ce qui est brisé en toi. Et si je ne le fais pas ?» La voix du harceleur était à peine audible. Jax se pencha plus près. « Alors nous te conduisons à la frontière de l'État et nous nous assurons que tu comprennes, physiquement, de manière permanente ce qui arrive aux hommes qui blessent les femmes. Et ensuite, nous donnerons quand même les preuves à la police. Tu fuiras à la fois la loi et nous pour le reste de ta misérable vie. » La pièce tomba dans un silence, sauf le bourdonnement du réfrigérateur et la respiration rauque du harceleur. « Je l'aimais, murmura-t-il. »« Non, dit Jax fermement, tu ne l'aimais pas. Mais peut-être que si tu es intelligent, tu apprendras un jour ce que signifie réellement l'amour. Le vrai amour ne prend pas. Il n'emprisonne pas. Il ne terrorise pas. » Faucon posa le sac à dos sur le sol. Le temps presse, le bus part à minuit. « Qu'est-ce que ce sera ?» Le harceleur regarda chacun de leurs visages. Il n'y vit aucune pitié, aucune négociation, juste une froide certitude. Ses épaules s'affaissèrent. « Le bus » murmura-t-il. « Je prendrai le bus. »« Bon choix » dit Corbeau. Ils le conduisirent à la gare en silence, le regardèrent acheter un café à un distributeur automatique avec des mains tremblantes. Le regardèrent monter dans le bus avec son sac à dos et rien d'autre.
Alors que le bus s'éloignait, Jacques sortit son téléphone et appela l'inspecteur Leclerc. « C'est fait, dit-il. Il est parti. Tu auras toujours ton dossier, mais la menace immédiate est terminée. » Leclerc resta silencieux un instant. « Je devrais vous arrêter tous, mais tu ne le feras pas. » Un autre silence. « Non, je ne le ferai pas. Parfois, le système a besoin d'aide. Ne me fais juste pas regretter ça, Jacques. Tu ne le regretteras pas. » La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du café comme une bénédiction. Célia se tenait sur le parking, fixant l'enseigne néon familière tandis que la cousine de Faucon s'éloignait. Elle avait passé 3 jours dans cette maison au bord du lac, 3 jours de silence, de pain et de lent dénouement d'une année de peur. Faucon l'avait appelée la veille. « C'est fini, tu peux rentrer chez toi. » Elle avait demandé ce qui s'était passé. Il avait seulement dit « Tu es en sécurité maintenant, c'est tout ce qui compte. » Le café avait exactement la même apparence. Même pavé fissuré, même odeur de graisse s'échappant des bouches d'aération de la cuisine, même panneau « Cherche aide » peint à la main qui était dans la vitrine depuis avant qu'elle ne commence à travailler ici. Mais tout était différent. Célia poussa la porte d'entrée. Antoine leva les yeux de la caisse, son visage buriné s'éclairant d'un rare sourire. « La voilà !»« Je commençais à penser que tu m'avais lâché. »« Pas question, » dit Célia, nouant son tablier. « J'ai trop besoin de l'argent. » À propos de ça, Antoine sortit une enveloppe de sous la caisse. « Des gars sont passés. T'ont laissé ça, on dit que c'était pour les salaires en retard ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. » Ils étaient un petit bizarres, tu à ce sujet. Célia ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 800 $ en espèces et une note d'une écriture carrée pour les services manqués. Tu l'as mérité. Sa gorge se serra. Quand sont-ils partis ce matin, tôt, avant le lever du soleil? Antoine étudia son visage. « Tu as des problèmes, gamine ?» « J'en avais, dit Célia doucement. Au passé, elle fit son service dans un état second. Les habitués venaient et partaient. Monsieur Dupont avec sa grille de mots croisée, l'équipe de construction qui laissait toujours des pièces comme pour boire, Madame Leroy qui commandait la même salade grecque tous les mardis, normal, magnifiquement, ennuyeusement normal. Mais chaque fois que la porte tintait, son cœur sursautait. Une partie d'elle s'attendait toujours à voir le harceleur entrer, ce sourire terrible s'étalant sur son visage. La partie rationnelle de son cerveau savait qu'il était parti. La partie traumatisée n'était pas encore convaincue. À 14 ans, pendant le calme de l'après-midi, elle sortit prendre l'air. C'est là qu'elle le vit. Le pick-up noir du harceleur était garé à l'extrémité du parking. La porte conducteur ouverte, vide, abandonnée. Le souffle de Célia se coupa. Elle recula vers la porte du café, tâtonnant pour son téléphone. Une voiture de police s'arrêta. L'inspecteur Leclerc en sortit, lui faisant signe. « Tout va bien, mademoiselle Dubois, nous recueillons juste des preuves. C'est son pick-up. C'était son pick-up, corrigea Leclerc, s'approchant. Vous voulez deviner où nous avons trouvé les clés ?» Elle secoua la tête. Dans un casier de gare routière à Portland avec une confession écrite de harcèlement et d'agression. Il s'est livré à la police de Portland ce matin, a demandé une évaluation psychiatrique et un accord de plaider coupable. Les genoux de Célia fléchirent. Il a avoué. Il semble qu'il ait eu une sorte de prise de conscience. L'expression de Leclerc était soigneusement neutre. Je ne sais pas ce qui lui a fait changer d'avis. Et franchement, je ne vais pas poser trop de questions, mais il va être enfermé pour un certain temps. Et quand il sortira, il y aura une ordonnance restrictive et une thérapie obligatoire. Vous ne le reverrez plus. Combien de temps? 18 mois probablement? Peut-être plus s'il trouve bien des preuves le reliant à ses autres affaires. 18 mois. Ce n'était pas la perpétuité, mais c'était quelque chose. C'était de l'oxygène. Leclerc inclina son chapeau. « Prenez soin de vous maintenant. Et mademoiselle Dubois, vous avez de bonnes personnes qui veillent sur vous. N'oubliez pas ça. » Elle le regarda s'éloigner en remorquant le pick-up noir derrière sa voiture de police. De bonnes personnes. Célia retourna à l'intérieur et termina son service. À 18h20, alors que la foule du dîner commençait à arriver, elle l'entendit, un son qu'elle reconnaîtrait n'importe où maintenant. Le profond grondement d'une moto, elle leva les yeux à travers la vitre. Elle vit un motard assis sur sa moto sur le parking. Il n'entrait pas, ne saluait pas, juste assis là, le soleil couchant peignant tout en or et orange derrière lui. Leurs regards se rencontrèrent à travers la vitre. Il hocha la tête une fois, un simple geste qui disait « Tout va bien, tu es d'accord? C'est fait? Tu es en sécurité maintenant ?» Célia pressa sa paume contre la vitre. Il le vit, et, juste un instant, quelque chose dans son expression dure s'adoucit. Puis il démarra le moteur et s'éloigna, le son s'estompant au loin comme le tonnerre roulant sur les collines. Elle voulut courir après lui,
le remercier correctement, lui demander où il était allé, où il allait, si elle le reverrait un jour. Mais ce n'était peut-être pas comme ça que ça marchait. Peut-être que les hommes comme Jacques ne restèrent pas pour les remerciements et les adieux larmoyants. Peut-être qu'ils traversaient juste le monde en réparant ce qui était cassé, puis disparaissaient de nouveau dans le vent. Cette nuit-là, après la fermeture, Célia rentra chez elle dans son appartement. La lumière du couloir était réparée. Une nouvelle ampoule LED brillait régulièrement et vivement. Elle ne l'avait pas réparée. À l'intérieur, elle trouva son logement exactement comme elle l'avait laissé, à l'exception d'une chose. La serrure cassée de la fenêtre de sa chambre avait été remplacée par une toute neuve. Installation professionnelle, solide, sécurisée. Sur sa table de cuisine, une petite carte avec un numéro de téléphone et un seul mot, famille. Célia s'assit et pleura, non de peur cette fois, mais de soulagement, de gratitude, du poids écrasant de réaliser qu'elle n'avait pas été seule après tout. Elle avait été vue, protégée, valorisée. Les cauchemars reviendraient encore pendant un certain temps. Le traumatisme ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais il s'estomperait. Ils perdraient de leur pouvoir. Parce que chaque fois qu'elle se réveillerait effrayée, elle se souviendrait du son des motos et de la sensation d'être entourée de personnes qui avaient choisi de se tenir entre elle et l'obscurité. Elle se souviendrait que lorsqu'elle avait murmuré pour de l'aide, quelqu'un avait écouté, et cela faisait toute la différence. Le lendemain matin, Célia se réveilla avec le soleil et le chant des oiseaux au lieu de la peur. Elle fit du café dans sa petite cuisine, s'habilla pour son service et sortit. La rue était calme, normale, pas de pick-up noir, pas d'yeux qui la regardaient, juste le matin dans une grande ville qui se sentait soudain moins seule qu'avant. Alors qu'elle déverrouillait sa voiture, elle remarqua quelque chose glisser sous l'essuie-glace. Une serviette pliée, le genre en papier bon marché du café de la Lune Bleue, elle l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, écrit de la même écriture carrée, se trouvaient 5 mots qui la firent sourire à travers de nouvelles larmes. « Ta famille maintenant. Roule prudemment. » Célia serra la serviette contre sa poitrine, regardant de haut en bas la rue vide, comme si Jacques pouvait encore être là, veillant une dernière fois. Mais la route était vide, et d'une certaine manière, c'était acceptable. Elle plia la serviette soigneusement et la rangea dans son portefeuille, juste à côté de ses pourboires de la veille. Un rappel, une promesse, un bouclier fait de mots et la connaissance que quelque part là-bas, elle avait des gens qui viendraient si elle avait de nouveau besoin d'eux. Célia monta dans sa voiture et se rendit au travail. Et pour la première fois en plus d'1 an, elle ne vérifia pas son rétroviseur toutes les 30 secondes. Elle était libre. Une semaine plus tard, la vie de Célia s'était installée dans un rythme qu'elle avait presque oublié. Paisible. Le mot semblait étrange même d'y penser. Pendant si longtemps, la paix avait été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, quelque chose que d'autres avaient pendant qu'elle vivait dans un état de vigilance constant. Mais maintenant, marchant vers sa voiture, après le service du matin, elle réalisa qu'elle avait cessé de scanner le parking à la recherche de menaces, cessé de tenir ses clés comme une arme entre ses doigts. Le traumatisme était toujours là. Elle se réveillait parfois à 3 heures du matin, le cœur battant, convaincue d'entendre des pas dehors. Mais ces moments devenaient moins fréquents. La peur perdait son emprise. Antoine avait été étonnamment décent à propos de tout. Il avait même embauché un cuisinier de nuit pour que Célia n'ait plus jamais à fermer seule. J'aurais dû le faire il y a des années de toute façon, avait-il grommelé, bien qu'elle l'ait surpris à la regarder avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude ces jours-ci. Les habitués avaient également remarqué le changement en elle. Madame Leroy avait commenté que le sourire de Célia semblait différent. Plus léger, avait-elle dit, comme si quelqu'un t'avait enlevé un poids des épaules, il l'avait fait. 5 hommes à moto avaient enlevé un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de se tenir droite. Jeudi après-midi, Célia remplissait la station de café quand elle l'entendit. Ce son profond, tonitruant, des motos multiples, impossible à confondre. Sa tête se leva brusquement à travers la vitre. Elle les regarda rouler sur l'autoroute. Une formation de motos, 5 motards en cuir usé, se déplaçant comme un seul organisme. Les faucheurs d'acier se dirigeant quelque part que seul connaissait. Son souffle se coupa, il ne s'arrêtait pas, ne ralentissait même pas juste de passage, comme le font les voyageurs quand rien ne les retient à un endroit. Mais alors que le convoi arrivait à la hauteur du café, le motard de tête, Faucon, elle reconnut sa silhouette massive, leva une main en un salut silencieux. Les autres firent de même,
un geste de reconnaissance, de respect, d'adieu. Et à l'arrière de la formation, roulant légèrement à part des autres, il y avait Jax. Pendant un moment impossible, le temps sembla ralentir. Sa tête tourna, et même à travers la distance, le vert et le soleil de fin d'après-midi, Célia sentit le poids de son regard. Elle leva sa main, paume pressée contre la vitre, le même geste qu'elle avait fait auparavant. La main de Jax se leva du guidon, juste un instant, juste un petit signe. Et puis il était passé, le convoi roulant comme un train de marchandises fait de chrome et de tonnerre. Célia resta figée, sa main toujours contre le verre, regardant jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière la colline et que le son de leur moteur s'évanouisse dans le néant. « Des amis à vous » demanda Antoine derrière le comptoir. « Quelque chose comme ça ?» dit Célia doucement. Elle retourna travailler, mais son esprit était ailleurs, avec ses motards, avec la question qu'elle ne poserait jamais « Où allez-vous » Que se passe-t-il ensuite pour les hommes qui vivent sur la route? Quand son service fut terminé, Célia marcha vers sa voiture et trouva quelque chose sur le pare-brise. Pas un ticket, pas un dépliant, une serviette pliée. Ses mains tremblèrent légèrement en la ramassant. Un autre message, mais cette fois l'écriture était différente, plus rugueuse, moins pratiquée. L'écriture de Jax. Elle la déplia soigneusement. « Célia, au moment où tu liras ceci, nous serons partis. C'est comme ça que ça marche pour nous, nous ne restons pas. Nous ne pouvons pas rester. La route a un attrait que des hommes comme nous ne peuvent ignorer. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Ce que nous avons fait n'était pas de la charité, pas de la pitié. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé. Tu avais juste besoin de renfort. Il y a une différence. Tu es plus forte que tu ne le sais. Tu as survécu à une année d'enfer, à continuer à travailler, à te battre, à avancer. Cela demande plus de courage que tout ce que nous avons fait. Tu as une famille maintenant, pas le genre avec lequel tu es né, le genre que tu choisis, le genre qui apparaît quand tu as besoin d'eux. Tu appelles ce numéro, n'importe lequel d'entre nous viendra, peu importe où, peu importe quand. C'est ce que signifie la famille pour nous. Roule prudemment, Célia. Tu mérites tout ce qui t'arrive de bien. J, en bas, sous son initiale, un petit dessin, grossier mais reconnaissable. Une moto avec des ailes. Célia le lut 3 fois, des larmes coulant sur son visage, pas des larmes de tristesse, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. Gratitude, soulagement, et l'étrange et belle connaissance qu'elle avait été vue par quelqu'un qui comprenait ce que c'était d'être seule au monde et qui avait décidé qu'elle n'avait plus à l'être. Elle plia la serviette soigneusement et l'ajouta à la première dans son portefeuille. 2 morceaux de papier qui ne pesaient en rien, mais signifiaient tout. Cette nuit-là, Célia s'assit sur les marches de son appartement, regardant le coucher de soleil, une tasse de thé réchauffant ses mains. La rue était calme. Le chien d'un voisin aboyait au loin. Quelque part, une tondeuse ronronnait. Des sons normaux, des sons sûrs. Elle pensa à Jax et à son équipe, se demanda où ils étaient maintenant. Une autoroute dans un autre état. Probablement une autre ville où quelqu'un avait besoin d'aide sans pouvoir la demander. Elle espérait qu'il la trouverait, quoi qu'il cherchait sur cette route sans fin. La paix, peut-être la rédemption, un but. Mais elle espérait aussi égoïstement que peut-être un jour, il repasserait, qu'elle entendrait ce tonnerre rouler sur la rue principale et lèverait les yeux pour les voir arriver, qu'elle pourrait les remercier correctement face à face avec des mots au lieu de larmes et de serviettes pliées. Il y a une semaine, elle se noyait. Maintenant, elle respirait, et c'était parce qu'un motard fatigué était assis à son comptoir au bon moment, et qu'elle avait été assez courageuse pour murmurer la vérité. Célia termina son thé et rentra, verrouillant la porte derrière elle, bien que cela ressemble moins à une barricade maintenant et plus simplement à la fermeture pour la nuit. Elle se prépara pour le lit, régla son réveil pour le service du matin et s'allongea dans l'obscurité. Pour la première fois en plus d'1 an, elle s'endormit rapidement, paisiblement, sans vérifier les serrures 3 fois, ni laisser les lumières allumées, ni dormir avec son téléphone à la main. Et dans ses rêves, elle entendit le son des motos au loin. Non pas menaçants mais protecteurs, comme des anges gardiens faits de cuir et d'acier, parcourant les autoroutes entre ici et partout, veillant sur les gens que le monde avait oubliés. Les faucheurs d'acier, sa famille. Dehors, la lune se leva sur la grande ville. L'autoroute s'étendait vide dans les 2 directions, et quelques bits à des kilomètres de là, 6 motos roulaient dans l'obscurité vers ceux qui allaient suivre. Derrière eux, ils laissaient une jeune femme dormant profondément. Devant eux s'étendait une route infinie et une possibilité infinie.
Et entre ces deux points, le passé qu'ils avaient changé et l'avenir dans lequel ils allaient rouler, se trouvait le moment présent, parfait et complet. Un murmure auquel on avait répondu, une menace éteinte, une vie sauvée. Une autre histoire écrite dans le langage de la loyauté, des moteurs et du genre de justice qui n'attend pas les tribunaux ou les permissions, le genre qui apparaît juste quand quelqu'un murmure « j'ai besoin d'aide » et refuse de partir tant que cette personne n'est pas en sécurité. C'était la voix des faucheurs d'acier, c'était la voix de la route. Et quelque part dans l'obscurité, Jacques sourit, accéléra et continua de rouler parce qu'il y avait toujours une autre ville, toujours une autre personne qui avait besoin de quelqu'un pour se tenir entre elle et l'obscurité. Et la route continuait pour toujours.